Donc, maintenant qu'on a fait un bout du chemin, enfin, que vous avez des idées assez claires de savoir où est-ce que se situent vos plus gros impacts carbone, on a, on va dire, 4 grands leviers d'action pour aller vers la décarbonation et donc pour vous, pour identifier un chantier impact. Donc, ces 4 grands leviers d'action sont les achats. Pour beaucoup, ça va être, on l'a vu, du fait des intrants, l'enjeu de la supply chain, de la collaboration avec les fournisseurs, des pays de sourcing, de comment on trace effectivement ces matières premières. Ça, ce sont des sujets majeurs et c'est la raison pour laquelle j'ai mis en rouge parce que c'est la thématique qu'on va aborder ce soir, notamment avec Annie, qu'on accueille avec grand plaisir puisque c'est une spécialiste, elle va se présenter de ce sujet. Et puis ensuite, il y a d'autres sujets qu'on abordera les prochaines fois. L'autre sujet, ça va être de travailler sur l'éco-conception de vos produits, c'est-à-dire intégrer dès le départ dans la conception de vos produits des critères environnementaux, notamment des critères bas carbone. On verra ça la prochaine fois. Autre levier, c'est de mettre en place une démarche d'économie circulaire, soit en travaillant par filière, soit en travaillant avec le territoire, soit en travaillant sur l'allongement de la durée de la vie du produit, etc. etc. Donc, différentes solutions, effectivement, seront étudiées. Et puis, quatrième levier, qui est plus rupturiste, on va dire, dans la manière de procéder, c'est de travailler notamment sur l'économie de la fonctionnalité pour faire court, c'est de travailler sur la vente de l'usage du produit, donc de vendre plutôt du service et de conserver la propriété du produit. Donc voilà, on vous expliquera ça la prochaine fois, mais peut-être aussi une autre façon de découpler ressources et consommation de ressources et économie CO2 et développement économique. Voilà, donc ce soir, on fait un focus sur un de ces leviers d'action, les achats, puisque il nous a tous sauté aux yeux que c'était un enjeu majeur dans la démarche de décarbonisation. Et donc, je vais laisser, alors juste peut-être un slide d'après pour vous dire qu'une des démarches clés aussi, si tu veux, la slide d'après, pour vous dire aussi, et on en a parlé dans notre sous-groupe, mais aussi et surtout, j'ai écrit travailler avec ces parties prenantes. Peut-être contrairement à la façon dont on a travaillé, vous avez travaillé depuis ces dernières années, où finalement on est dans des relations purement commerciales, transactionnelles avec ses clients. Une partie de la solution pour travailler sur des chantiers à impact, c'est d'impliquer, de réfléchir, d'innover en travaillant, on va dire, avec ses clients et ses fournisseurs et bien sûr ses collaborateurs en même temps. Et d'ailleurs, François, tu vas peut-être, François de Kern, nous dire 2 mots par rapport à ça, parce que du coup, tu as eu, à la fois tu nous as posé des questions, mais tu as eu aussi une expérience assez intéressante qui illustre complètement cette nouvelle façon peut-être de travailler. Je te laisse 2 secondes la parole avant de passer la parole à Annie. François. Bonjour à tous. Juste en guise de témoignage, c'est bien ça, hein, Caroline. Le témoignage que je voudrais vous livrer, nous fabriquons des produits gonflables à base de toile enduite PVC. Et donc le témoignage, c'est finalement la démarche qui nous est arrivée tout récemment, c'est lors d'une rencontre avec l'un de nos clients, d'abord le fait de travailler avec ce client qui nous a passé commande, c'était nos engagements RSE. Ça a été sa sélection à lui pour pouvoir travailler avec nous. Et dans la discussion, en deuxième étage de la fusée, il nous a dit je vous fais confiance et en même temps, j'ai envie que vous avanciez un peu plus sur le sourcing de vos matériaux et je vous mets entre les mains le contact d'un fournisseur de toile. On ne le connaît pas, mais possiblement, vous pourriez faire nos futurs produits avec la toile qui elle-même provient de matériaux recyclés. Et donc aujourd'hui, nous en sommes à ce stade-là, avoir réceptionné un échantillon de ce matériau issu du recyclage pour pouvoir faire tous les tests nécessaires avant de valider que la toile, à la fois dans ses caractéristiques, mais également dans son tarif, parce qu'après, il s'agit de positionner le produit dans un prix compétitif, et bien puisse répondre au cahier des charges
de certains clients, en tout cas peut-être de celui-ci, et voire peut-être même d'autres, et d'offrir une gamme de produits issus de matériaux recyclés, puisque c'est notre principal impact. Voilà, donc juste en guise de témoignage, c'est la démarche finalement qui vient d'un client et qui nous permet de basculer sur un fournisseur. Voilà. Donc là, on est dans un exemple assez intéressant, effectivement, comment on progresse en fait finalement tous ensemble, clients, entreprises, fournisseurs, vers ce sujet de diminution d'impact carbone. Et j'ajouterais que François nous a interpellés en intercession en disant, moi j'ai envie de contacter mes fournisseurs, les faire bouger. Et il y avait un appel du pied de ta part, hein, François, qui était de dire, aidez-moi à interpeller les fournisseurs pour les faire avancer. Et c'est vraiment pour cette raison qu'on a des 2 témoignages là, qui vont venir maintenant pour prendre un peu de hauteur et essayer d'avancer sur ces sujets. Donc merci à Annie, puis plus tard à Emmanuel de nous aider à avancer sur ces sujets. Super. Bon, ben, Annie, on te passe la parole. Voilà. Pour commencer, Annie, est-ce que tu peux te présenter rapidement, présenter ton activité? D'accord. 2 secondes, Écoutez, 2 secondes. Annie, oui, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on enregistre l'interview? oh, si vous voulez. Qui peut le faire là dans l'équipe? Et vous pouvez, au lieu de mettre le support que j'ai Juste les têtes. Bah oui, c'est plus sympa. Hein. Déjà qu'on ne se voit pas, alors moi je vois mon nom là en face et bon, je le connais par cœur, donc si je peux au moins voir des têtes et des sourires, ça me ferait du bien. C'est bon, on enregistre. Super, merci. Et vous pouvez mettre alors un affichage de tous les… Oui, Hervé va enlever. Hervé, il faut qu'il sorte du partage d'écran. Voilà, ouais, surtout que… Voilà. Super. C'est 28, c'est super. Mais écoutez, bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Annie Sorel. Moi, j'ai créé une société, un cabinet ASEA à Nantes, spécialisé sur les achats responsables il y a 12 ans. Mais auparavant, j'étais directrice des achats pratiquement toute ma vie professionnelle dans des grands groupes, mais aussi dans des PME. Quand je suis arrivée sur Nantes il y a 15 ans, j'étais dans des PME industrielles. Donc, le métier des achats, c'est le même, quelle que soit la typologie d'entreprise, j'allais dire. Donc, pourquoi j'ai créé sur les achats responsables? Un peu pour… à l'époque, c'était pionnier, ça l'est plus du tout, tant mieux. D'une part, parce que j'étais interpellée sur le fait qu'on n'achète pas assez en France. J'étais directrice des achats pour les opticiens Chris et je suis née à Morée, la capitale de la lunette, dans le Jura, et on m'interdisait d'aller acheter dans le Jura, mais je dis, mais c'est pas possible. Mais ce que je veux dire, il y avait tout un mouvement dans les années 90 de désindustrialiser la France, et ça, j'étais assez hostile, mais j'ai essayé de faire ce que je pouvais. Et puis, après, j'étais directrice d'achat chez Kiabi, et là, bon, la mode à petit prix, la fast fashion, comme on dit. Et là, un peu le dumping social qu'on nous obligeait à faire dans les pays à bas coût, je dois dire que j'en pouvais plus. Et maintenant, effectivement, les choses ont changé. Donc, juste pour situer aussi, donc moi j'accompagne pas mal de groupes du CAC 40, mais aussi des ETI, des PME. Bon, dans la région, c'est beaucoup. Évidemment, j'accompagne sur les achats responsables les entreprises qui ont déjà une politique RSE. Donc, ça peut être Armor, CETI Bellem, Restoria, Gémeaux, par exemple, le groupe Eram, bon, entre autres. J'ai rejoint un observatoire qui s'appelle l'Observatoire des achats responsables, qui s'est créé il y a 10 ans, au moment où la norme ISO 26000 est sortie, et qui s'est dit qu'est-ce que ça veut dire pour un acheteur, la RSE. Et on a commencé à créer une norme au niveau d'AFNOR pour dire voilà comment on décline ça pour un achat. Puis on s'est rendu compte que les Français, on avait pas mal d'avance sur le sujet des achats responsables. Et du coup, on a porté cette norme au niveau international. C'est devenu la norme ISO 20400 qui est sortie il y a 3 ans. Et moi, j'ai rejoint l'équipe française et internationale parce que j'avais été très choquée, comme beaucoup de gens. Vous vous rappelez l'immeuble du Rana Plaza qui s'est effondré en 2016 et on a retrouvé 1300 personnes tuées suite à l'effondrement d'un immeuble, et on a retrouvé des étiquettes de grandes marques. Et on aurait très bien pu retrouver une étiquette Kiabi, coup de chance, parce qu'on ne maîtrisait pas notre chaîne de sous-traitants. Et donc, du coup, ça m'a interpellée. Je me suis dit, en France, de cette catastrophe est née la loi sur le devoir de vigilance, qui d'ailleurs est imposée aux grands groupes et qui, en cascade, va être imposée aux ETI et aux PME. Et je voulais savoir comment les autres pays aussi
interprétait et allait traiter le sujet. Donc, d'où cette norme internationale. Et parallèlement aussi, il y avait une initiative française dont je vous parlerai, parce que j'en ai parlé un peu à Caroline. Dans les années 2010 aussi, on s'est rendu compte aussi que les relations entre les grands donneurs d'ordre et les PME étaient déséquilibrées. Je ne sais pas si vous vous rappelez, la grande crise financière, c'était 2008. Et Lehman Brothers, la chute de Lehman Brothers. Et du coup, les PME ont fait appel aux banques à l'époque pour demander la médiation du crédit pour avoir des liquidités. Et ils se sont rendus compte que ce n'était pas un problème de liquidité, c'est un problème de relations déséquilibrées entre les grands donneurs d'ordre et les PME. Du coup, Christine Lagarde, qui était ministre de l'économie à l'époque, elle a lancé une initiative avec des patrons d'entreprise, il y en avait une vingtaine à l'époque, qui s'appelle la charte des relations fournisseurs responsables. Donc, être responsable dans ses relations avec les fournisseurs. Et cette charte, elle a fait des petits, puisque maintenant, il y a à peu près plus de 2000 entreprises qui ont signé la charte. Et depuis, l'État a décidé de vérifier que cette charte, avec 10 engagements, dont un sur l'environnement, que c'est pas seulement une charte qu'on signait, qu'il fallait respecter les engagements. Et du coup, il y a eu un label qui a été créé, qui s'appelle le label Relations fournisseurs et achats responsables. Et je suis devenue évaluatrice de label et j'en fais à peu près 80% en France, enfin, de tous ces labels. Donc, j'ai une bonne vision de ce qui se passe sur ces sujets en France. Donc, voilà, juste pour me présenter. Je ne t'entends pas. Caroline, il faut que tu ouvres ton micro. Oui, c'est vrai, ça serait intéressant. Oui, est-ce que du coup, tu peux donner en fait un peu une sorte de définition pour dire ce que ça signifie achat responsable, et en particulier, quid un petit peu du volet, qu'est-ce qu'il y a en fait d'un point de vue environnemental? Alors, je vais vous donner Alors, donc, cette norme ISO 20400 qui est sortie en 2017, c'est la norme internationale, c'est la seule référence, c'est un guide pratique. Et la définition exacte, c'est un achat responsable, c'est un achat dont les impacts environnementaux, sociaux et économiques sont les plus positifs possibles sur toute la durée du cycle de vie. Donc, vous voyez que dans cette définition, on commence à parler on inclut la nécessité pour les acheteurs de réfléchir aux impacts de leurs achats, à la fois sur leurs fournisseurs en amont, sur la société en général, d'avoir une réflexion au cycle de vie des biens et des services, sur les externalités et sur l'économie circulaire en général. Donc, on introduit toutes ces notions. Vous voyez que l'impact environnemental, c'est le premier sujet qui est traité. Oui. Est-ce que tu peux dire, en fait, pour les entreprises qui s'engagent dans ce genre de démarche avec la charte fournisseur responsable, les labels, etc., quels bénéfices ils en tirent, en fait? C'est quoi finalement qu'est-ce que toi tu observes, en fait, au final? Alors, bon, en fait, du fait que cette charte d'engagement, elle existe depuis 10 ans, elle est signée par beaucoup de gens, ça veut dire aussi que quand on signe une charte, on dit, voilà, il y a 10 engagements, je m'engage à ça. Et en général, on demande aux fournisseurs s'ils s'engagent avec nous. Alors après, il y a un certain nombre d'entreprises qui définissent leur propre charte achat responsable, qui s'en inspirent, qui s'en inspirent pas, mais peu importe, quelque part. L'idée de signer déjà une charte ou de définir quels sont nos engagements, c'est la première étape pour dire, et vous, fournisseurs, est-ce que vous êtes d'accord avec nous? Alors, généralement, il y a souvent des sujets sur l'environnement. Enfin, je suis même sûre, c'est dans toutes les chartes. Donc, ça, c'est le premier sujet. Le label, c'est une reconnaissance. Et il est adossé aussi à la norme 20400, donc ça veut dire que ça reconnaît un niveau de maturité. Et finalement, les entreprises qui vont sur ces sujets, elles vont dans une démarche de progrès. Alors, quels sont les bénéfices pour les entreprises? Il y en a plusieurs. D'abord, utiliser ce label ou cette norme, si vous voulez, c'est finalement un langage commun pour toutes les entreprises, que ce soit des petites entreprises, des grandes entreprises, ou que ce soit du secteur public-privé. Et ça, au niveau international. Donc, c'est intéressant de travailler sur toute la chaîne de sous-traitance, toute la chaîne de valeur avec le même langage. Deuxièmement, vous savez qu'aujourd'hui, les notations extra-financières, les différents index, ils regardent beaucoup comment les entreprises minimisent les risques. J'aurais peut-être dû commencer par là aussi pour dire pourquoi on va sur les achats responsables, c'est qu'on veut minimiser nos risques aussi. Il y a des risques sociaux, mais il y a des risques environnementaux. Et ça, il y a deux lois, enfin il y a une loi en tout cas sur le devoir de vigilance qui impose aux grandes entreprises de regarder ce qu'elles font en cartographie des risques, etc. Et donc toutes ces notions-là, elles rejaillissent aussi sur toute la chaîne de sous-traitance. Et les investisseurs socialement responsables, ils vont regarder quelles sont les pratiques des entreprises sur ces sujets. Donc finalement,
je pense, je sais pas, je vous dis Aéroport de Paris, qui est un de mes clients, il a le label, il a des meilleures notes dans sa notation extra-financière, le DJSI ou autre chose, et Finance, parce qu'il a le label. Dans Ecovadis, ceux qui se font évaluer Ecovadis aussi, on regarde aussi s'ils ont une preuve, une attestation de maturité vis-à-vis des achats responsables. Pour l'instant, c'est la norme et le label qui existent. Voilà. Et puis. Alors, du coup, oui, vas-y. Ah, vas-y, termine. Non. Et les bénéfices. Je voulais te dire, en fait, oui. Vas-y. Non, Non, je pensais que... Non, j'ai perdu la communication. Oui. Ah, on t'entend, je t'entends. D'accord. Est-ce qu'il y avait autre chose, du coup, sur les avantages d'être d'engager cette démarche? En fait, d'abord, oui, par exemple, en ce moment, il y a de plus en plus de labels RSE, comme par exemple des labels, les labels ISR. Alors, je ne connais pas encore exactement tout ce qui se passe, mais du coup, c'est des reconnaissances, tout ce qui est finance durable, tout ce qui est dans les raisons d'être. Enfin, je veux dire, tout ça, quelque part, ça rentre dans les stratégies RSE, dans les reconnaissances RSE, plus l'investissement financier. Merci. Du coup. Non, alors, on a dans le groupe là plutôt des profils d'entreprises qui sont des PME et qui se posent pas mal de questions en disant bah oui, mais nous, on veut bien aller sur ces sujets, mais on est quand même des petits par rapport à des fournisseurs qui sont des très gros. Je pense notamment aux entreprises qui travaillent l'acier et qui ont en face d'eux des géants comme ArcelorMittal, par exemple, pour prendre cet exemple-là. Ouais. Et donc, si on devait maintenant passer un petit peu aux travaux pratiques, qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux entreprises qui écoutent là, pour embarquer leurs fournisseurs dans une démarche, leur dire, bah, nous, on est peut-être pas gros, mais en tout cas, nous, on a envie d'y aller, on s'y met. Et quel conseil tu pourrais leur donner dans la façon d'aborder ce sujet, de communiquer avec eux, voilà, formuler comme conseil. Bon, d'abord, ce que je voulais dire, c'est que moi, ce que je constate, parce que moi, je suis une TPE maintenant, hein, j'ai travaillé dans les grands groupes et je suis une TPE, je peux vous dire que le regard vis-à-vis des TPE ou des PME, il a beaucoup changé de la part des donneurs d'ordre. Je trouve même que c'est un avantage. Ils nous trouvent une certaine souplesse, une certaine agilité. Et je veux dire, il y a des tas de politiques qui sont pour bien traiter les PME, etc. Et ce n'est pas parce que vous êtes une PME vis-à-vis d'un mastodonte que vous ne pouvez pas demander des choses. Au contraire, quand on parle de relations fournisseurs équilibrées, ça a beaucoup évolué, quoi. Ils sont censés vous écouter. Bon, ils ne le font peut-être pas tous, mais ils sont censés le faire. Ce que je veux dire aussi, c'est que vous vous adressez à ArcelorMittal, que je ne connais pas particulièrement. Ok, vous avez une certaine taille par rapport à eux, mais sachez que des gros donneurs d'ordre, type ceux qui sont labellisés, ils leur exigent des choses. Ils leur demandent des tas de choses. Ils les auditent, ils leur demandent, etc. Donc, vous pouvez aussi les solliciter pour qu'ils vous donnent des informations. Et les types d'informations qui sont demandées, en fait, en général, sur l'environnement, je reste que sur l'environnement, hein, il y a des choses que vous pouvez leur demander sur ce qu'ils font en tant qu'entreprise et des choses que vous pouvez leur demander ce qu'ils font par rapport aux produits. Alors, en tant qu'entreprise, vous pouvez leur demander des questions. C'est pareil, c'est où vous envoyez un questionnaire et ils vous répondent, ou ça se passe dans le dialogue. Après, je ne sais pas quelles sont vos relations avec eux, mais est-ce qu'ils ont des politiques environnementales? Est-ce qu'ils ont des certifications, des normes, des labels qui sont reconnus en lien avec l'environnement? Donc, vous connaissez l'ISO 14000 ou EMAS ou d'autres. Alors, très important aussi, est-ce qu'ils suivent la conformité réglementaire en lien avec l'environnement? Par exemple, est-ce qu'ils sont soumis à la réglementation ICPE et qu'est-ce qu'ils font vis-à-vis de ça? Alors ça, c'était d'ailleurs un critère qui était lancé dans le label achat responsable. Aucun acheteur ne savait ce que c'était que l'ICPE au départ, hein. Il a fallu leur expliquer, mais bon. En tout cas, voilà, les gens qui sont spécialistes environnement posent ces questions. Est-ce qu'ils ont une autre évaluation environnement ou comment est-ce qu'ils évaluent la RSE de leurs fournisseurs aussi? C'est quoi les plans d'action avec l'environnement? Donc, il y a tout un tas de questions que vous pouvez poser sur ces sujets-là. Et puis après, quand vous arrivez au produit, bon, il y a des obligations réglementaires aussi, par exemple ROHS, REACH,
des 3 heures, enfin des choses avec le bois. Ça va dépendre aussi des matières. Donc ça, c'est une exigence en fait que vous pouvez demander aussi vis-à-vis d'eux. Et puis, il y a aussi les notions de poser des questions, et ça, tout le monde y a intérêt, c'est est-ce que la matière principale du produit, elle est issue de ressources non renouvelables ou issue du pétrole ou du plastique. L'histoire du plastique, là, le plastic bashing, etc., ça c'est vraiment le sujet d'actualité en ce moment. Quel est le pourcentage de matières recyclées? Les substances dangereuses, j'en ai parlé. Hein, est-ce que les produits ont des labels environnementaux, des certifications? Et puis commencer à discuter aussi avec les fournisseurs. En fait, votre intérêt à vous, c'est de limiter l'impact sur l'environnement, mais c'est en dialoguant avec le fournisseur que vous pouvez le faire pour limiter, par exemple, la réduction, enfin, les emballages, etc., etc. Donc, ce que je veux dire, c'est que cette notion de dialogue et de partage avec eux, c'est comme ça que vous allez gagner, en fait. Et juste pour terminer, avant de passer aux questions-réponses, est-ce que tu aurais un exemple à donner d'une entreprise qui a innové avec justement son fournisseur pour trouver des solutions, notamment dans le domaine impact carbone? Est-ce que ça te vient un petit peu à l'esprit? Alors, impact carbone. Alors, en ce moment, surtout depuis la crise sanitaire, depuis mars, je peux vous dire que les 3 gros sujets primordiaux en fait, pour les entreprises, j'entends parler de décarbonation, j'entends parler de relocalisation, alors ça me fait plaisir, hein, évidemment, et puis j'entends parler d'impact sur la biodiversité. Et alors, la décarbonation, tous les grands groupes se disent, alors il y en a qui découvrent le scope 3, je ne sais pas, j'imagine, vous savez ce que c'est que le scope 3 du bilan carbone. C'est en fait, ouais, ils sont très forts maintenant. Bon, très bien. Non, mais moi, j'ai encore des... C'est normal, les acheteurs qui n'ont pas fait de bilan carbone, ils ne savent pas ce que c'est que le scope 3. Donc, tout d'un coup, on leur dit, ouais, il faut aller chercher les intrants, les machins, les matières, les fournisseurs. Bon, honnêtement, alors dans les grands groupes, ils sont un peu outillés, mais même, par exemple, je travaille avec Michelin, je travaille avec SNCF. Bon, c'est pas encore tout à fait au point, tout ça. Ce que je veux dire, il faut... Enfin, tout le monde est encore en train de chercher des critères. Enfin, des critères qu'ils mettent dans les cahiers des charges, etc. Mais je veux dire, c'est une recherche commune. Donc, à partir du moment où vous avez... Il y en a qui sont plus ou moins pointus. Hein. Aéroport de Paris, ils sont très, très pointus sur les tas de sujets. Mais je veux dire, après, il faut que ça arrive au niveau de tous les acheteurs. C'est ça ce que je veux dire. Donc, si vous allez sur ce sujet, sachez que vous êtes dans la logique de tout ce que demandent les grands groupes. Voilà. Je ne sais pas comment le dire mieux, quoi. Et donc, voilà. Merci Annie, du coup, pour ce panorama, on va dire. Hein, rapide, mais... rapide, mais du coup, on avait envie de vous laisser la parole et de pouvoir profiter de la présence d'Annie pour poser un petit peu toutes les questions qui peuvent vous venir à l'esprit autour de ce sujet des achats responsables, des relations fournisseurs, de l'application avec les fournisseurs, de l'innovation avec les fournisseurs. Voilà, donc on peut vous donner une petite dizaine de minutes pour en discuter. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de... J'ai peut-être une première question pour lancer la machine, mais par rapport au label, quels sont d'une part le coût pour l'entreprise qui souhaite avoir ce label, et d'autre part, quels sont les mécanismes de contrôle qui permettent de s'assurer que les entreprises qui ont le label sont bien respectent bien les Alors, l'idée du label, c'est que donc, il y a une commission d'attribution du label qui est à la fois la médiation des entreprises. La médiation des entreprises, c'est un service autonome, mais qui dépend de Bercy, enfin, du ministère de l'économie. Le médiateur des entreprises, c'est Pierre Pelouzet, qui est sur tous les télés, les radios en ce moment, depuis longtemps d'ailleurs, avec un service de médiateurs qui sont aussi dans les régions, qui dépendent de la directe. Bon. Et puis, il y a le Conseil national des achats, qui est la principale association des acheteurs, et c'est eux qui vont donner ou non le label. Pour avoir le label, il faut qu'une entreprise soit évaluée par une tierce partie. Donc, dans les cabinets évaluateurs, vous avez des gens, vous connaissez les AFNOR, les SGS, les Veritas, les grands, là, qui ont 80. Et puis, il y a ASEA. Moi, j'en fais 80%. Donc, ce que j'ai trouvé très malin, c'est qu'il ouvre aux TPE, PME. Donc, j'en suis une. Mais je suis aussi une experte achat responsable et je ne fais que ça. Et donc, en fait, ça veut dire qu'il faut être évalué par une tierce partie. Donc, ça a un coût, évidemment. C'est pas, on passe pas le même temps, je ne passe pas le même temps dans le groupe Michelin que pour une TPE, PME, hein, en nombre de jours.
Mais voilà. Et en plus, bon, il y a une évaluation initiale la première année qui est assez lourde. Et ensuite, il y a des mises sous revue annuelles pour vérifier le plan d'action. Voilà. Et puis, si vous voulez, le label, il est attribué pour une période de 3 ans. Si jamais il y a des critères qui sont majeurs, qui ne sont pas remplis, on retire le label ou on n'attribue pas le label. Donc, c'est assez exigeant. Il est ouvert au PME depuis peu de temps, depuis 2008, mais ouais, il est assez exigeant. François, tu avais une question aussi pour Annie que tu as posée dans le chat. Oui, je peux la redire. C'est quelle est finalement la part de l'adhésion de ces critères. Par exemple, vous citez celui de la décarbonatation chez certains grands groupes français. Et quels sont ces critères? Sont-ils respectés ou demandés par des confrères qui sont européens, autres que français? Ah, en fait, pour l'instant, il n'y a qu'un label que je connaisse et qui est en France, donc ça, je peux vous en parler. Et sinon, au niveau de la norme, si vous me demandez les autres pays, on s'appuie tous sur la même norme internationale, parce que c'est elle qui fait foi. Et donc, ce que je vous ai dit comme définition, c'est cette norme-là. C'est les impacts environnementaux. Donc, tout le monde va s'appuyer sur demander les labels, s'ils sont certifiés ISO 14000, s'il y a des labels produits, etc., etc. On a tous les mêmes. Alors, ce que je voulais dire aussi sur cette norme, c'est une norme volontaire, ce n'est pas une norme de certification. Ce que je veux dire, c'est que c'est une adhésion volontaire. C'est comme la RSE. Il n'y a pas de certification derrière. C'est compréhensible ce que je dis ou pas? Oui. Bon. Alors, par rapport à l'environnement, il y a des critères, si vous voulez, qui sont très forts dans le label, si vous me posez la question, c'est, par exemple, est-ce qu'on paye bien les fournisseurs? Il faut savoir qu'en France, on a un gros problème, c'est que la loi LME, elle dit qu'il faut payer à 60 jours, et en fait, en général, en France, on paye à 72 jours, donc il y a 12 jours de retard, et ça représente 15 milliards d'euros qui ne sont pas dans la poche des PME. On a une PME sur 4 qui fait faillite à cause des problèmes de trésorerie. Et je ne vous dis pas ce qui s'est passé pendant la crise sanitaire. Il s'est passé des choses qui n'allaient pas bien, mais il s'est passé aussi des choses qui allaient très bien, c'est à voir que tous les grands donneurs d'ordre qui étaient sensibles à leur tissu de PME, etc., ils ont commencé par réduire les délais de paiement et assurer les contrats, les paiements, même si les prestations ne pouvaient pas avoir lieu pour des raisons sanitaires. Donc, cette notion de relation et de paiement, ça, c'est un sujet qui est très fort en France, qu'on ne trouve pas, pas pour les bonnes raisons, c'est parce qu'on est des mauvais payeurs, qu'on ne trouve pas forcément dans les autres pays. Donc, il y a pas mal de choses un peu structurelles aussi, par exemple, sur la corruption. Qu'est-ce qu'on fait en matière de corruption? On a récemment une loi Sapin qui est sortie en 2017, je crois bien, ou 2016. On a une agence française de corruption, à l'AFA. Et donc, en fait, en ce moment, les entreprises françaises, elles sont en train de se mettre au clair par rapport à des sujets de corruption. Donc, il y a beaucoup de choses un peu d'organisation, de management. Et aussi la gouvernance, comment est-ce qu'on oriente la politique vis-à-vis de la RSE. Après, vont arriver des critères. Quand on parle environnement, il faut évidemment respecter les réglementations, mais on va regarder ce qu'on met comme critères RSE, comme critères environnementaux dans les cahiers des charges, comment on mesure le carbone. Mais si vous voulez, ce n'est pas un des critères essentiels, ça va être un critère parmi les autres. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question par rapport à… Voilà. Ouais. Il y a par exemple des entreprises au début qui sont allées sur les achats responsables, mais sur des sujets sociaux. Les banques, par exemple, elles allaient sur des sujets comment j'insère des personnes en situation de handicap, etc., etc. Donc après, maintenant, elles utilisent des sujets environnementaux, mais c'est moins impactant pour elles que ça va dépendre aussi des entreprises, une entreprise de chimie ou une entreprise autre, ou Michelin, par exemple, ou les aéroports. Bon, voilà, le sujet du carbone et du scope 3, c'est très important. Nous, on est dans un sujet carbone sur notre oui. groupe de réflexion. J'ai un fournisseur, un assiriste italien, qui m'a répondu que je ne pouvais pas partager avec vous, il ne pouvait pas partager avec nous des informations sur le bilan carbone de sa production pour des raisons de politique interne, de secret, machin, bidule, parce qu'on touche quand même, chez certains de nos fournisseurs, on touche des sujets sensibles. Donc, comment aborder ça avec les fournisseurs qui refusent finalement de communiquer clairement leurs chiffres?
Bah, ils ont toujours l'impression, enfin, ils peuvent avoir l'impression que vous faites de l'intrusion, en fait, dans leurs secrets. Mais je crois qu'il faut expliquer pourquoi vous avez besoin de ça et même si vous n'avez pas le chiffre exact, si vous avez des fourchettes et si vous avez envie, si vous pouvez travailler sur comment ils peuvent limiter, vous pouvez limiter votre impact carbone et eux, et travailler à des solutions, c'est surtout ça qu'il faut avoir plutôt que des chiffres, Hmm. je crois. C'est prendre un chemin, prendre une Prendre un direction et chemin, prendre ouais. une trajectoire. Ouais. Et aussi, vous pouvez aussi savoir avec qui ils travaillent et qu'est-ce qui est exigé par par leur donneur d'ordre aussi. Quels sont les autres grands clients avec qui Bah ils oui, travaillent oui, parce que ça, je peux vous dire que c'est obligatoire. Quand on parle de devoir de vigilance, de cartographie des risques, etc., ça, je peux vous dire que les questions environnementales, comme les questions de droits humains, comme les autres questions sociétales, elles sont exigées par les grands donneurs d'ordre. C'est une obligation, c'est le devoir de vigilance. Et le devoir de vigilance qui est français va être étendu au niveau européen. Donc, Est-ce que c'est intéressant de trouver chez le fournisseur un espèce d'allié? C'est-à-dire que moi j'ai la sensation on a d'ailleurs chez toujours ce même fournisseur, on a un espèce d'allié quelque part là, dans l'organisation des achats, enfin des côtés commerciaux plutôt en ce qui nous concerne, pour eux. C'est intéressant de travailler cette fibre, cette personne à l'intérieur peut nous aider à avancer, à remonter le fil et faire bouger les bien lignes. sûr. Non, mais ce qu'il faut expliquer, c'est. Enfin, ce qu'il faut expliquer. Pourquoi vous avez besoin de ça aussi, et ils y ont intérêt aussi parce que enfin, je on voit pas, s'ils se moquent complètement de l'état de la planète et a priori, ils doivent travailler sur les mêmes sujets. Alors oui, ce que je peux dire aussi, ce qui aide beaucoup, hein, c'est toutes les entreprises qui ont signé le Science Based Target en disant: «On veut limiter nos gaz à effet de serre à tant, pour tant de degrés» et cetera et cetera. Donc je veux dire, ils ont des objectifs carbone. Donc derrière, forcément, une fois que c'est acté dans les stratégies, ça va descendre jusqu'aux acheteurs et jusqu'aux fournisseurs. Donc c'est ça aussi qu'il faut essayer de voir, parce que peut-être il vous faut des alliés aussi en interne pour les aider à, peut-être faire passer le sujet aussi en interne. Je me rappelle très bien, quand j'ai commencé, j'ai accompagné un grand groupe qui s'appelait Elior et qui travaillait avec Danone ou Nestlé. Évidemment, c'était des mastodontes, même si Elior. Ben, le jour où ils ont posé, parce qu'il y a les réunions de négo, ok, mais le jour où ils ont commencé à parler environnement, etc., ben, par exemple, ils ont décidé que ils voulaient limiter les emballages. Ben, du coup, Danone était content ou Coca était content parce qu'ils avaient moins d'emballages secondaires, peu importe. Elior en recevait moins et tout le monde faisait des économies. L'idée aussi, c'est de partager les gains de tout ça. Il y a un objectif, il y a une trajectoire carbone, mais c'est comment on peut partager les gains. Et chaque fois qu'on discute, qu'il y a des dialogues entre fournisseurs et acheteurs, ça se passe bien. Je pense à un exemple encore plus simple, que j'accompagnais un boulanger industriel dans la région. Et quand il a commencé à discuter d'environnement, de ses projets RSE, le meunier du coin, finalement, lui a répondu sur ce qu'il pouvait faire sur ces sujets. Finalement, il a acheté de la farine bio qui était distante de peu de kilomètres, il limitait l'impact transport, etc., etc. Donc, c'est des belles histoires et qui sont très simples. Enfin, très simples. Mais c'est quand on se met à parler autre chose que chiffres, coûts, montant de négo, etc., et qu'on parle des autres sujets RSE, et notamment le sujet environnement, le sujet décarbonation, c'est le sujet majeur aujourd'hui. Il faut sauver la planète, il faut limiter les gaz à effet de serre. Donc, vous êtes dans le vrai. J'avais une question à vous poser tout à l'heure. Vous parliez de votre expérience dans les pays à bas coût, notamment en étant acheteuse pour Kiabi. Ouais. Et est-ce que vous avez réussi, parce que après c'est l'essence même de Kiabi de proposer du vêtement à pas cher, mais est-ce que vous avez réussi à faire bouger les lignes avec vos fournisseurs ou comment ça s'est passé? Pas du tout. Hmm. Bon, d'abord, et quand vous avez... Moi, ce qu'on me demandait, c'est de faire de la marge. Bon, je suis payée pour ça et rapporter des millions. Et deuxièmement, je devais réorganiser la supply chain et changer mes équipes, l'offre. Donc, j'ai fait... Mais ce que je veux dire, la mode à petit prix, c'était mode à petit prix. Donc, il fallait que je sois meilleure que mes concurrents, qui étaient Gémeaux, qui étaient là, le vêtement, qui étaient ci, qui étaient ça. Et je veux dire, au bout d'un moment, il fallait toujours que les prix soient les plus bas. Donc, c'était du dumping social. À partir du moment où j'avais mes patrons, c'était les muliers,
pas dire que la RSE, c'était dans les gènes, mais moi, ne parlait pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai quitté en 2005. On ne me parlait pas de RSE, j'ai découvert ça. C'était une autre époque. Mais Mais oui, du attends. coup, juste, Annie, juste peut dire que c'est quand même possible, on l'a fait chez Gémeaux. Mais oui, c'est pour ça que je. Voilà, depuis. Et je regarde évidemment un peu ce qui se passe chez Kaby, mais j'ai l'impression qu'ils sont raccords parce que c'est obligé d'être dessus. Je ne suis pas sûre que ce soit sincère. En tout Et cas, je sais maintenant, ce ça qu'ils a font chez changé ou Gémeaux. pas? Je pense, mais je ne suis pas trop ce qu'ils font. En tout cas, par exemple, je vois ce qui se passe chez Gémeaux parce que je les ai préparés au label. Et franchement, quel bonheur! Parce que la façon dont je vois dont ils auditent les fournisseurs, la façon dont je vois dont ils les accompagnent. Un bel exemple de chez Gémeaux, suite au Rana Plaza, l'équipe qualité sur place s'est dit comment est-ce qu'on peut, tu me rectifieras Caroline si tu n'es pas d'accord avec moi, mais comment est-ce qu'on peut les accompagner pour les aider en termes de sécurité? Parce que vous savez, c'est un immeuble qui s'est écroulé parce que à cause du bâtiment. Et du coup, ils ont formé les équipes Gémeaux, ils ont formé les pompiers du Bangladesh, parce que vaut mieux que ce soit des personnes pairs finalement, pour aller vérifier des choses, des structures de sécurité, etc. Donc ça, c'est une action sociétale importante mais voilà, que Gémeaux a payé pour accompagner ses fournisseurs et ses sous-traitants, puis avoir une certaine fidélité. Et puis, ils ont fait tout un travail aussi sur la traçabilité des produits, les produits chimiques qu'on met dans les vêtements, alors ça, etc., etc., quoi. Donc oui, ça a bougé parce que la loi l'oblige et ça a bougé parce que les consommateurs, nous sommes des consommateurs. Avant, on ne savait pas tout ça. Et maintenant, les gens, ils sont sensibles. D'où viennent les produits? Enfin, j'espère qu'ils sont sensibles. D'abord, ils veulent moins acheter de produits neufs, ils veulent acheter du seconde main, etc., etc. Et puis, donc forcément, les entreprises sont obligés de s'y mettre. En plus, la loi sur l'économie circulaire va poser un gros problème. On parle de textile. Les invendus, les stocks de fin de saison, avant, on pouvait les jeter ou les donner. Donc maintenant, c'est considéré, on ne peut plus les traiter de la même manière. Donc, il y a tout ça qui est en train de bouger dans le bon sens, quoi. Ouais, Et en fait, ça fait innover. Vous avez beaucoup innové chez Gémeaux, enfin dans le groupe ERAM, on va dire. Ça, tu en parleras mieux que moi, mais vous avez beaucoup innové avec les chaussures de seconde main, avec ce que fait Fago qui a été repris, par exemple. Enfin, voilà. Et tous ces business models un peu innovants, je peux vous dire que les grands groupes, ils regardent ça avec intérêt et ils vont s'en inspirer. Pour nous. Merci Annie. Ben oui, je sais. Merci. Je pense qu'on pourrait encore poursuivre longtemps avec beaucoup de passion parce que et du coup peut-être certains seront peut-être frustrés de ne pas avoir posé toutes les questions, mais n'hésitez pas à nous les envoyer par la suite. On pourra toujours faire suivre à Annie et nous faire médiateur pour les transmettre ou y répondre par nous-mêmes. Enfin, n'hésitez pas à poser des questions à vos fournisseurs sur ce sujet. Ils sont concernés. Ils sont concernés. Voilà. Faire des audits, faire des voilà. C'est ça. Ils sont concernés. C'est comme ça qu'on va avancer. Exactement. Super leçon. Super. Merci beaucoup, Annie, pour ton intervention et ta disponibilité pour partager ton expérience. Voilà. Merci. Au revoir. Merci. Alors, je prends le relais. On va parler. Donc, il y a un écho aussi. La personne qui ne parle pas et qui a son parleur à côté. Voilà. Donc, on va parler toujours carbone, mais avec un focus sur l'acier. Alors, pourquoi l'acier? Parce que on l'a vu tout à l'heure, hein, dans nos postes d'achat, les produits métalliques représentent une grosse part. Pour ce sujet, toujours un écho. Ah bah oui, c'est justement Emmanuel qui doit allumer son... Est-ce que tu as peut-être un moyen d'avoir un micro, Emmanuel? Je ne sais pas. Donc c'est Emmanuel Morisseau qui va nous parler, donc groupe Brillant. Est-ce que tu es OK, Emmanuel, pour qu'on enregistre afin d'éventuellement pouvoir rediffuser ce qu'on va se dire? Alors, j'ai un problème de micro, semble-t-il, parce que ça fait de l'écho, semble-t-il, lorsque je l'ouvre, c'est ça? Est-ce que vous entendez bien, Emmanuel? Parce que si on t'entend bien, ça va. Oui, c'est bien. C'est bon. Okay, ça va marcher. La caméra a changé. Est-ce que... Ah voilà, tu es là. Donc tu t'appelles Martin Hérault, c'est ça? Oui, désolé, j'ai utilisé la session d'un collègue, Martin, qui travaille d'arrache-pied là sur nos bilans carbone. Ok, est-ce que tu es d'accord pour qu'on enregistre? Ah bien sûr, oui, sans problème. Est-ce que vous m'avez pas entendu?
c'est parti. Alors, présente-toi. Qu'est-ce que tu fais dans le groupe Briand? Alors, donc, écoutez, je m'appelle Emmanuel Morisot, je suis récemment nommé directeur d'innovation dans le groupe Briand, un groupe de construction métallique historiquement, mais qui s'est aussi développé sur l'univers du bois et du béton plus récemment. Donc, c'est un groupe une ETI de 1200 collaborateurs qui rayonne sur le territoire français, qui réalise des bâtiments industriels, commerciaux et tertiaires depuis maintenant 50 ans, 60 ans même sur le territoire. C'est un constructeur industriel donc doté d'une dizaine d'usines et qui a une quinzaine d'agences réparties sur le territoire pour réaliser des projets autour de ses clients. Alors historiquement, on est quand même fondé principalement sur l'univers du métal, c'est comme ça qu'on est né et qu'on s'est développé, même si aujourd'hui, effectivement, on s'ouvre à de nouveaux matériaux. Et quand on a fait le bilan carbone du groupe, sans surprise, on a compris effectivement que les intrants étaient l'élément le plus impactant. 50% finalement du bilan carbone dépend des intrants premiers des produits de construction, donc l'acier, le bois ou le béton. Et d'ailleurs, ça a permis à certains de prendre acte un petit peu de cette situation. Alors chacun à son niveau, certains ont un petit peu tout de suite voté en touche en disant oui, mais ça c'est le fournisseur, c'est l'amont, c'est le scope 3, c'est pas nous. Donc on va se concentrer sur ce que l'on sait faire, sur notre activité première. Et puis, dans le débat, dans les échanges, effectivement, on a rapidement montré que ce scope était important parce qu'il montrait notre degré d'exposition, finalement, par notre chaîne de valeur à nos fournisseurs et à nos par différents leviers, notamment en travaillant sur, bien sûr, les achats. D'accord, donc en effet, de temps en temps, tu as un petit problème de micro parce que j'ai perdu quelques mots. Mais je crois qu'on a compris l'essentiel. Donc, j'ai lu récemment une interview de votre dirigeant, Gilles Briand, où il répétait en effet la démarche et l'angle que vous preniez pour tenter de réduire l'impact de vos activités. Est-ce que tu peux nous dire s'il y a des démarches qui ont été faites auprès de vos fournisseurs acier et quel type de démarche? Oui, en fait, historiquement, on s'est rendu compte que nos fournisseurs disposaient pour certains d'entre eux, en tout cas, fournisseurs de tôles d'acier ou de plats d'acier, disposaient de données environnementales qu'ils nous transmettaient parfois au fil des commandes sans plus d'explications. Et lorsqu'on s'est attaché un petit peu à comprendre ce qu'il y avait derrière, on s'est rendu compte qu'il y avait une grande disparité de nature, finalement, d'acier sous l'angle de l'émission carbone, puisque certains étaient issus d'un fort taux de recyclage et d'autres beaucoup moins. Certains issus d'un fort taux de recyclage utilisaient des énergies électriques pour être refondus et relivrés, d'autres issus de l'aminoir à chaud utilisaient des énergies fossiles, gaz et charbon. Et donc forcément, on avait finalement un même produit final, mais issu de deux modes de production très différents en termes d'émissions. Pour autant, on n'y voyait pas de traduction notable sur le coût d'achat du produit. C'était totalement indolore, on va dire, par rapport au coût du produit. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait des fournisseurs qui étaient peut-être plus vertueux que d'autres, sans forcément le revendiquer au effort. Et donc, on a fait en sorte, avec nos services achats, d'aller vers tous nos fournisseurs pour leur demander finalement leur positionnement vis-à-vis notamment de ce taux de recyclage, ce qu'ils appellent le taux post-consumer, parce que l'acier a un mérite absolu, c'est de pouvoir être recyclé pratiquement à l'infini. Et l'acier du bâtiment qu'on utilise, il est tout du moins bien souvent qu'une ancienne carrosserie automobile qui a été refondue pour devenir un profil de bâtiment. Donc voilà, ce faisant, on a donc fait la démarche. On a pris un petit peu le bâton de pèlerin, on est allé vers tous nos fournisseurs, on les a sollicités, on leur a demandé de préciser finalement quel était le taux de recyclabilité de leur production, quelle était l'origine de l'énergie avec laquelle ils travaillaient. Et ça a été facile pour certains d'entre eux de donner, beaucoup plus dur pour d'autres qui n'avaient ou bien pas fait l'effort, ou bien qui, comme le disait Ali, voulaient garder une certaine confidentialité par rapport à leur situation. Mais en tout cas, on a commencé à bâtir un panorama un peu des possibilités, selon les typologies de plaques de tôle qu'on est amené à acheter. Et donc, on a pu comme ça sélectionner une possibilité de gamme de fournitures qui, si elle était réunie, pouvait composer un produit final issu de nos usines plus vertueux qu'un produit lambda. Et on a poussé donc du coup cette démarche à aller qualifier chez nous une production issue d'un sourcing vertueux
pour en bénéficier et porter cette vertu jusqu'au bout de la chaîne. Et donc, on a aujourd'hui des gammes de produits qui sont dits à faible carbone et d'autres à carbone plus classique, parce qu'issus d'une fourniture diffuse. Alors, quand je t'écoute, tu dis tout ça à Isoku, tu nous présentes un panorama de rêve. Finalement, pourquoi est-ce que vous achetez encore de l'acier qui vient d'une aciérie moins vertueuse? D'abord, je dirais à ce stade, effectivement, la qualification carbone, bas carbone de la production n'est pas un élément qui accroît le coût. À ce stade seulement. Je pense que dans d'autres domaines d'activité, on s'est rendu compte que rapidement la chaîne de valeur se réorganise et bien évidemment le carbone reprend enfin, le coût est mis dans le moins d'émissions. Donc il n'est pas impossible qu'effectivement ça puisse apparaître, mais à ce stade, on bénéficie peut-être d'une situation un petit peu transitoire. On a eu la chance dans ce panorama de pouvoir trouver à peu près un fournisseur dans chacun des produits que l'on cherche, qui avait effectivement cette capacité à être plus vertueux qu'un autre. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que la donnée qui nous est fournie est fiable? Ça, il faudra peut-être l'auditer pour pouvoir en être certain. Ce sont des engagements formalisés sur des courriers aujourd'hui en tête de l'entreprise. Ce n'est pas des certifications avec un tiers contrôleur, malheureusement. Et au-delà de ça, est-ce qu'ils savent maintenir dans la durée cette performance? Et ça a été un des enjeux, notamment pour nous, lorsqu'on a rédigé nos F2S, c'est de mettre à jour cette base de données et puis s'assurer qu'on pourra la mettre à jour régulièrement, puisqu'une F2S est partie pour 5 ans finalement. Et on voudrait, nous, que tous les ans, pratiquement, nos fournisseurs puissent nous regarantir que les performances qu'ils avaient l'année N-1, ils sont capables de la produire également l'année N et l'année suivante. Voilà. Donc c'est un vrai travail finalement Alors, ce sont nos acheteurs qui ont fait cette démarche. On les a un petit peu briefés sur ce qu'ils devaient faire, ce qu'ils devaient avoir comme information, qu'est-ce qu'ils devaient aller requérir, parce que finalement, ils n'allaient pas parler de coûts, ils allaient parler de fiches, de données environnementales. Et parfois, ce n'étaient pas des sujets qu'ils maniaient facilement. Sur le post-consumer, de pré-consumer, c'est assez subtil, ça demande un petit peu d'explication de texte au départ. Mais une fois qu'on a formé nos deux acheteurs du groupe qui sont chargés de contacter au fil des jours ces fournisseurs, distributeurs de tous les plaques d'acier, ils ont pu obtenir, pas facilement, certaines plaques ont été très compliquées, il a fallu faire 2-3 rappels, passer par des postes un peu détournés, pour au final obtenir le blanc-seing, le document qu'on attendait de leur part. Et parfois, on était même amené à pré-rédiger un peu le document pour leur expliquer quel format on voulait avoir de façon homogène par rapport à ce qu'on pouvait avoir chez les concurrents. Voilà. Et certains n'ont pas joué le jeu, parce qu'ils n'avaient peut-être pas de justificatif à fournir. Bon, ça ne m'empêche pas de travailler avec eux aujourd'hui, lorsque les considérations, je dirais, environnementales ne sont pas un enjeu pour le client final, lorsque sur une question de gestion de stock, on a besoin de compléter par un produit. En tout cas, on est plutôt dans une démarche inverse aujourd'hui, dans une démarche lorsque la demande aval du client nous oblige à un certain niveau de performance, on peut accélérer effectivement et avoir ce niveau de performance. On n'est pas dans un modèle où on a complètement cassé les codes en disant on ne travaille plus avec des solutions vertueuses, parce que du coup, on serait un petit peu souvent monofournisseur et du coup, on se mettrait un petit peu captif par rapport à ces fournisseurs. On est plutôt en situation de se dire, lorsqu'on a le besoin, on a la capacité chez nous à aller tracer une production et un sourcing vertueux. On est pratico-pratique là dans le groupe. Est-ce que tu serais d'accord pour partager avec nous le format en enlevant le nom des fournisseurs de ce courrier d'engagement des fournisseurs? Ah oui, bien sûr. C'est un courrier en anglais d'ailleurs, parce que ce sont des fournisseurs étrangers. Donc on a fait un courrier en anglais. Je vous le transmettrai, je le mettrai à disposition. Ouais, ce serait sympa. Ok, merci. Alors, moi, j'ai entendu quand même que quand on travaillait sur le carbone, il y avait un impact sur la qualité du produit. C'est-à-dire que j'entends, par exemple, qu'il y a une filière qui ne peut pas transiter facilement, c'est l'automobile, parce qu'elle achète des tôles qui sont embouties, donc qui demandent des qualités mécaniques particulières. Est-ce que c'est quelque chose que vous rencontrez, vous, dans vos produits et il y a des produits que vous ne pouvez pas mettre sur la carbone? On a la chance dans le bâtiment d'avoir des demandes finalement assez peu exigeantes en termes de performance. Et donc, effectivement, on se satisfait assez aisément d'un acier de seconde main qui a déjà vécu une première vie dans l'automobile, par exemple. Donc, non, on n'a pas de difficulté à obtenir les nuances d'acier, les performances d'acier recherchées dans le bâtiment, que ce soit dans les solutions bas carbone ou les solutions classiques.
Donc, ça veut dire que pour tous les produits quasiment que vous sourcez en acier, vous avez un plan A et un plan B. Un plan A normal en carbone et un plan B low carbone. Alors, on va dire que voilà, on a peut-être 14 plans A classiques et un plan B bas carbone. Ce qui explique qu'effectivement, aujourd'hui, on ne peut pas se rendre captif d'un monofournisseur. Mais en tout cas, on a le levier bas carbone aujourd'hui déjà, on a dit, déterminé. Et donc, on a une capacité maintenant à tracer ces fournisseurs, parce que parfois, on construit parfois des profils qui sont, je pense à part à ceux qui travaillent dans la scie, qui sont parfois des I, des H, des U, donc des formes géométriques. Et certains composants sont d'un certain type d'acier et les autres d'un autre type d'acier, des plaques ou des tôles, par exemple. Eh bien, on n'aura pas forcément le même fournisseur pour la plaque et pour la tôle. Et donc, on va aller chercher un fournisseur vertueux en tôle et on va chercher un fournisseur vertueux en plaque, associer les deux et donc composer un ensemble, un produit manufacturé qui sera homogène sur le plan carbone. Et donc, on a aujourd'hui poussé, je dirais, la démarche à aller calculer, certifier une FDES, une fiche de données environnementales et sanitaires, sur nos produits, en ayant effectivement fait ce choix, cette composition au niveau de l'amont. D'accord. Les timekeepers là, de l'équipe, vous m'arrêtez quand on doit passer aux questions-réponses, hein, parce que je suis pris en interview. On peut passer aux questions-réponses, en effet. D'accord. Alors peut-être juste avant de passer aux questions-réponses, est-ce que aujourd'hui, donc j'entends, tu as dit un truc vachement important, c'est qu'il y a, ok, vous avez un seul fournisseur pour 14 plans B, enfin vous avez un low carbone pour 14 normaux. Aujourd'hui, cette démarche que vous avez commencée il y a quelques années, vous êtes capable de chiffrer ce que vous avez gagné en CO2 sur l'ensemble de vos achats? Non, c'est une démarche très récente. Hein. C'est une démarche qui est toujours en cours, parce qu'on cherche à étoffer évidemment cette quantité de fournisseurs capables de répondre à l'enjeu qu'on a fixé. Donc la démarche s'entretient. Et non, elle est assez récente. Elle date d'il y a quelques mois, il y a 6 mois. Donc, les FDES dont je vous parle sont à peine certifiés, le seront là courant décembre, et donc mis sur la base IGNES en courant décembre. Vraiment, c'est un travail de longue haleine, ça ne se fait pas du jour au lendemain, et nous, on est toujours en train d'y travailler. On est loin d'arriver aujourd'hui à une flexibilité d'achat pour pouvoir choisir nos fournisseurs facilement. Bon, bah, faudra vous réinterroger dans 12 mois pour voir quel est le résultat de la démarche et quels sont les résultats attendus. Donc, question-réponse, en effet. Merci beaucoup, Emmanuel Morisot. Pardon, j'ai dit Morisot, j'ai écorché ton nom. Question-réponse, allez-y, dites ce que vous avez à partager. Est-ce que moi j'ai une question? Est-ce que vous êtes du coup fixé quand même un objectif, une trajectoire? Alors, on a passé l'étape du bilan carbone, on va dire. Donc maintenant, effectivement, la photo 0 est en fait, il faut faire la photo 1 et la photo 2, la photo 3. La définition précise de l'objectif n'est pas arrêtée, elle est stratégique, elle sera faite avec la direction générale et pour l'instant, on n'y a pas encore travaillé, à vrai dire. Sachant que les leviers sont multiples, c'est effectivement travailler sur ce gros paramètre intrant, mais je dirais le travail est déjà un petit peu avancé. Il y a tout ce qu'on peut faire déjà aussi en interne dans l'activité d'entreprise. Et puis, on a cette chance, je pense, dans le groupe, de pouvoir travailler avec 3 matériaux, acier, bois, béton. Et c'est véritablement dans la mixité de ces matériaux qu'on est en train de travailler, pour ne plus être des mono-acteurs par matériau, mais bien l'acteur global qui va pouvoir peut-être faire des constructions avec un poteau métal, une poutre béton, une panne bois. Voilà, mixer les matériaux aux bons endroits et finalement ne pas être captif d'un seul matériau. Est-ce que vous avez des succès commerciaux que vous remportez grâce à cette démarche? Alors, je ne sais pas si je ne pourrais pas répondre objectivement, mais c'est vraiment dans toutes nos propositions commerciales aujourd'hui, on adosse à l'élément économique classique un certificat effectivement carbone de l'origine de nos aciers et de la filière de production, pour effectivement révéler l'amélioration que ça génère en regard des solutions classiques. Donc, c'est un argument de vente. Je ne sais pas s'il est porteur aujourd'hui, je pense que ça dépend forcément du récepteur, mais en tout cas, on l'a rendu aujourd'hui homogène, en tout cas sur l'ensemble des offres qui partent du groupe Brillant, figure ce paramètre complémentaire au volet économique habituel. Je précise qu'on a pris une commande aux herbiers grâce à ce bilan carbone affiché sur notre. Ah ben, voilà.
très bien. Donc, c'est Simon là, qui vient de témoigner. Simon est acteur premier au niveau de brillant construction métallique. Et donc, je suis heureux d'entendre qu'effectivement, cet argumentaire qui a un véritable fond derrière, une véritable démarche derrière, a commencé à porter ses fruits. Et après, voilà, ça participe d'une décision. Hein, c'est sans doute pas peut-être l'élément premier, mais en tout cas, ça participe d'une décision pour les clients finaux et c'est tant mieux. Ouais, c'est super. Et pour aller dans ce sens-là, encore un peu plus loin, c'est peut-être complètement prématuré, mais est-ce que vous pouvez imaginer qu'un jour des clients soient capables de payer plus cher pour des matériaux qui seraient plus respectueux de la planète dans Bien vos sûr, marchés? bien sûr. Il y a forcément aujourd'hui une valeur carbone qui ne dit pas son nom hein, et qui sera plus ou moins, qui s'officialisera progressivement avec le temps. Donc, oui, on sait bien que nos clients vont examiner cet impact sous un crible de lecture économique au final, en mettant un coût au carbone. Donc, oui, il y aura un coût complet hein, qui sera un élément d'appréciation, qui ne sera pas uniquement le coût économique brut, même si celui-ci doit rester quand même sans doute prédominant, en tout cas dans la première approche. Et en tout cas, pour se différencier, ne serait-ce que de nos concurrents, c'est aussi un élément de différenciation. Donc, ça a de la valeur. Je ne sais pas si c'est un coût, mais ça a de la valeur. Très intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, c'était super. Merci beaucoup, Emmanuel.